Ce qu'ils ont vraiment démontré, c'est que ce qui t'est arrivé quand t'es enfant, ça peut t'emmener à l'hôpital quand t'as 40 ou 50 ans. Le stress lié au traumatisme de l'enfance et qui est là en continu, du coup, si un enfant est régulièrement abusé, d'être constamment même rabaissé, réprimandé, d'assister à des violences domestiques, tout ça, ça libère les hormones du stress, ça libère des hormones qui endommagent physiquement le cerveau en développement de l'enfant. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver. Bienvenue dans cet épisode qui est le numéro 2 de notre série sur la biologie du trauma. Et dans cet épisode, comme je l'avais promis, annoncé, on va parler santé cellulaire et trauma. Pour parler de santé cellulaire, on va déjà commencer par qu'est-ce que c'est une cellule ? La cellule en biologie, c'est la plus petite unité capable de vivre seule et qui constitue tous les organismes vivants, tous les tissus de l'organisme. Donc des cellules, il y en a partout dans la nature, dans les plantes, dans les animaux, à l'intérieur de nous. Et autour de la cellule, il y a ce qu'on appelle une membrane cellulaire. Je te ramène au cours d'SVT. Je ne sais pas si ça s'appelle encore de l'SVT, la biologie, à nos cours du collège. Autour d'une cellule, il y a une membrane cellulaire qui l'entoure. Et cette membrane, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle contrôle les substances qui rentrent et qui sortent de la cellule. Je rappelle ça, tu vas comprendre pourquoi c'est important. Et si je veux avoir quelqu'un en bonne santé, si je veux voir si quelqu'un est en bonne santé, je dois aller voir du coup au niveau cellulaire. Logique puisque c'est la plus petite unité du corps. Il ne suffit pas de regarder ce qu'il y a dans le sang, il ne suffit pas de regarder le poids, tous ces paramètres qu'on regarde d'habitude, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Moi, je voudrais regarder quelqu'un et voir à travers la peau, à travers tous les tissus de la personne, aller jusqu'à sa cellule pour savoir si vraiment elle est en bonne santé. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on regarde ce qui se passe dans le sang. Or, le sang, c'est un milieu homéostatique par nature où le sang, en fait, il essaye toujours de maintenir l'équilibre. Donc, on peut voir plein de minéraux, plein de vitamines dans le sang, et en fait, il n'y a pas grand-chose qui rentre dans la cellule. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement, il est perturbé à ce niveau-là. Or, qu'est-ce qui produit l'énergie dans le corps ? Ce sont nos cellules. Ce sont nos cellules qui produisent l'énergie grâce à la mitochondrie. Les mitochondries, c'est quoi ? C'est ces petites usines à l'intérieur de nos cellules qui ont plein de fonctions. Elles ont plein de fonctions, les mitochondries, mais entre autres, et une des plus importantes, c'est de produire l'énergie. Ces mitochondries, elles génèrent de l'ATP en utilisant l'énergie libérée lors de l'oxydation des aliments quand on mange. Et ensuite, cet ATP, il est à son tour utilisé comme source d'énergie primaire pour, tous les processus de l'organisme en fait, les processus biochimiques, les processus physiologiques, la croissance, le mouvement, l'homéostasie, tous les équilibres de nos systèmes dans l'organisme. Donc ça, c'est cette production d'énergie à l'intérieur de la cellule. Là pour aujourd'hui, pour cet épisode, retiens juste que nos cellules produisent de l'énergie. Or le trauma, j'y viens à notre sujet, or le trauma, c'est un problème d'énergie. Je m'explique. Il y a trauma quand la réponse de survie qu'on aurait pu, qu'on aurait dû, qu'on aurait voulu avoir a été bloquée. Donc il y a cette forte énergie sympathique qui nous fait aller vers l'action et pour une raison externe ou interne d'ailleurs, on va le voir, cette énergie elle se retrouve bloquée. Et ça c'est le déclencheur de ce qu'on appelle la réponse de figement. Quand notre capacité à passer à l'action, à bouger, à résoudre le problème, elle est bloquée. C'est un mouvement, c'est vraiment ça. Cette réponse de figement, c'est un mouvement qui a été contrarié, entravé. Ça peut être par des forces extérieures, je suis coincée, je ne peux pas bouger, je suis immobilisée par quelqu'un lors d'une agression par exemple, je suis coincée dans un bâtiment, je suis coincée dans ma voiture, après un accident de voiture. Il y a 1000 raisons pour lesquelles à ce moment-là, je n'ai pas pu compléter l'action. Ou ça peut être interne, je me sens impuissant, impuissante, voire même mon système n'a pas les ressources cellulaires, on revient ici à notre cellule, n'a pas les ressources cellulaires internes pour maintenir cet état sympathique qui demande tellement d'énergie. Et du coup, le système, qu'est-ce qu'il fait ? Très smart, il prend la décision intelligente de s'effondrer à ce moment-là pour pouvoir survivre. Mais ce qui vient avec ça, c'est tous les symptômes associés au figement, la fatigue,
peu d'énergie disponible. Tout ça, c'est des symptômes qui font partie de la réponse de figement. Il faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là, c'était la réponse la plus intelligente du système. Ce figement, cet effondrement. Seulement maintenant, l'énergie, elle est toujours détournée vers le trauma, vers ce mouvement qui a été contrarié, vers cette réponse sympathique de survie qui n'a pas pu avoir lieu. C'est vraiment comme si le système il cherchait sans cesse à trouver une résolution. Et c'est ce que Peter Levine il explique très très bien, notamment dans son ouvrage Réveiller le tigre. Il explique ça. Quand il y a trauma, il y a cette quantité massive d'énergie qui est mobilisée. Et quand on est submergé, et avec le fait d'être submergé vient cette impuissance dont je parlais tout à l'heure. Quand on est submergé, cette énergie, elle est bloquée, comme si on la verrouille à l'intérieur. Et ça prend énormément d'énergie de faire ça, de garder cette énergie traumatique verrouillée à l'intérieur. Et on en a peur, en plus, de cette énergie, souvent. Souvent, c'est couplé avec de la peur. Donc, on la piétine, on la garde bien à l'intérieur. Et pour ce faire, le corps est hyper intelligent, encore une fois. Pour ce faire, pour garder cette énergie à l'intérieur, tout ralentit. Le métabolisme ralentit, il y a moins d'oxygène, il y a moins de circulation dans les organes, c'est normal, parce que tout est au ralenti. Et ça, à long terme, ça donne tous les problèmes chroniques qu'on connaît, tout ce qu'on appelle les syndromes, donc digestifs, la fatigue chronique, les douleurs, des problématiques auto-immunes aussi, tous ces symptômes qu'on a et qui perdurent dans le temps et encore une fois qu'on appelle des syndromes. Et cette réponse de figement qui arrive quand on se sent submergé, elle peut arriver très tôt dans la vie. On se souvient, j'en ai beaucoup parlé sur le podcast, si t'es pas familier avec ce que je vais dire là et que tu veux réviser un petit peu, je te renvoie aux épisodes sur l'attachement. Dans le podcast, on se souvient donc qu'un bébé, un tout jeune enfant, n'a pas de capacité d'autorégulation. Littéralement, les bébés, ils empruntent le système nerveux des parents, alors qu'ils soient sains ou pas sains, régulés ou pas, mais ils empruntent le système nerveux des parents pour avoir cette co-régulation. Parfois, on a des figures d'attachement qui ne peuvent pas donner cette co-régulation pour des raisons X, Y, Z, et c'est pas nécessairement des raisons volontaires. Encore une fois, ici, le but, c'est pas de pointer du doigt, mais c'est vraiment de comprendre, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de notre physiologie. Donc, parfois, il y a des figures d'attachement des parents qui ne peuvent pas donner cette corrégulation. Parfois, l'environnement où est la maman et le bébé n'est pas safe. Parfois, la mère, peut-être qu'elle a une dépression postpartum, peut-être qu'elle est malade elle-même, peut-être qu'elle a cette propre trauma. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire qu'un bébé ne reçoit pas cette corrégulation. Et quand un bébé, un jeune enfant, n'apprend pas ça, parce qu'encore une fois, il n'a pas cette capacité, il apprend de la corrégulation avec les parents, s'il n'apprend pas ça, ses réponses par défaut, quand il y a quelque chose qui le submerge, ça va être soit d'aller vers le sympathique, donc c'est des bébés qui pleurent tout le temps, très agités, qu'on a beaucoup de mal à calmer, soit vers l'effondrement. Et l'effondrement, ça va être les bons bébés. Au contraire, qui ne pleurent jamais et font pas un bruit. Donc voilà, si on a ça, s'il n'y a pas cette corrégulation dès le départ, ici c'est vraiment ça que j'aimerais que tu retiennes. S'il n'y a pas cette corrégulation dès le départ, c'est dès le départ le câblage du système nerveux, ce câblage primaire, cette corrégulation qui n'a pas été là, ce câblage du système nerveux, il est défectueux. Et ça va s'exprimer aussi et surtout au niveau physiologique, au niveau cellulaire. On se rappelle aussi que, là je parle de bébé, il n'y a pas de mots à ce moment-là. Il n'y a pas de mots, donc tout va dans la mémoire implicite. On est en pré-verbal ici. Tout va dans la mémoire implicite. C'est dans le corps que tout s'imprime. Et c'est ici que je vais te parler d'une étude, une étude de grande ampleur qui s'appelle LACE Study, une étude qui a été faite aux États-Unis et qui montre le lien. C'est la première étude vraiment à grande échelle qui a démontré le lien entre trauma dans l'enfance, donc tout ce qui est trauma développemental précoce vraiment avec les bébés et aussi ce qui se passe plus tard dans l'enfance, donc le lien entre le trauma dans l'enfance et les maladies chroniques. Et je vais vraiment prendre le temps de te raconter l'histoire ici, derrière cette étude. Cet épisode, il va être un petit peu plus long, mais je vais prendre le temps de te raconter l'histoire derrière cette étude parce que je veux vraiment rendre hommage au docteur Vincent Felitti ici qui a fait un travail absolument extraordinaire avec LACE Study et c'est vraiment important de remettre cette étude dans son contexte parce que personne n'était intéressé. Parce qu'au début, personne ne s'est intéressé à ce qu'il avait à dire, ce médecin-là. Or,
il a jeté les bases pour tout ce qu'on fait aujourd'hui, pour tout ce que moi je fais aujourd'hui, pour tout ce que je te partage. Donc, je veux vraiment, vraiment lui rendre hommage. Cette étude, la ACE Study, je vais juste l'appeler la ACE Study, ok? ACE, c'est ACE pour Adverse Childhood Experiences. Donc, les expériences d'adversité dans l'enfance. C'est ça que ça veut dire ACE, A-C-E. Cet acronyme, il est là pour Adverse Childhood Experience. Donc cette étude, c'est vraiment l'étude de santé publique la plus importante dont probablement tu n'as jamais entendu parler et dont tout le monde devrait avoir entendu parler. Donc je vais en parler maintenant. Cette étude, elle a vu le jour dans une clinique spécialisée dans l'obésité à San Diego, aux États-Unis, en Californie. C'était en 1985. Donc juste pour remettre aussi les choses dans leur contexte, ça fait presque 40 ans. C'était en 1985. Et le docteur Vincent Felitti, il était un peu perplexe. À cette époque-là, il était chef du département de médecine préventive de Kaiser Permanente, donc à San Diego, en Californie. Kaiser Permanente, c'est un centre de soins et c'est aussi une compagnie d'assurance. Et donc, docteur Felitti, il ne comprenait pas pourquoi, chaque année, depuis plus de 5 ans, plus de la moitié des patients de sa clinique dans l'obésité abandonnaient le programme. Donc, il avait plus de la moitié, plus de 50% des personnes qui abandonnaient le programme, alors même que ces personnes perdaient du poids. Donc, pour le docteur Felitti, ça n'avait aucun sens. Si ces personnes perdaient du poids, donc en gros, le programme marchait, pourquoi est-ce qu'elles abandonnaient le programme ? Ça avait vraiment pas de sens. Elles étaient sur la bonne voie et pourtant elles abandonnaient. Et le docteur Felitti s'est dit, c'est pas possible, je vais trouver ce qui se passe. Et ce mystère, ces questions qu'il a commencé à se poser, en bon médecin, il s'est posé des questions. Ces questions qu'il a commencé à se poser, ça s'est transformé en une quête de plus de 20 ans qui a impliqué des chercheurs de plein de centres de recherche et qui a donné aussi des centaines d'études qui sont basées sur l'ACE Study aujourd'hui. Mais en 1985, Felitti, tout ce qu'il savait, lui, c'est que la clinique, elle avait un vrai problème parce que 50% des personnes abandonnaient le programme. Donc, il a décidé de se plonger dans les dossiers médicaux des patients pour voir s'il y avait des points communs. Il trouvait rien. La seule chose qu'il trouvait, c'est que tous les patients qui avaient abandonné le programme étaient nés avec un poids normal. Ils étaient nés avec un poids normal et ils n'avaient pas pris du poids comme ça sur plusieurs années lentement. Quand ces personnes, elles prenaient du poids, c'était pas lentement, c'était brusquement. Et puis après, elles se stabilisaient. Et si elles perdaient du poids, elles le reprenaient en totalité, voire elles en reprenaient plus dans le temps. Donc ça a été les premières informations qui sont sorties des dossiers médicaux, mais ça l'a pas aidé à comprendre pourquoi est-ce que 50% des personnes abandonnaient le programme. Et du coup, il a décidé de mener des interviews avec quelques centaines de personnes qui avaient abandonné. Et donc, il utilisait toujours les mêmes questions, des questions standards. Pendant des semaines, il a fait ça. Rien d'inhabituel ressortait. Aucun indice, aucune grande révélation. Et puis, le tournant dans cette quête-là du docteur Felitti, elle s'est produite par accident, en fait. Il était en train de poser une nouvelle série de questions, parce qu'il changeait les séries de questions de temps en temps à un autre patient du programme. Et donc, il lui pose ces questions. Combien pesiez-vous à la naissance ? Combien pesiez-vous lorsque vous étiez en première année d'école primaire ? Combien est-ce que vous pesiez quand vous êtes entré au lycée ? Quel âge aviez-vous lorsque vous êtes devenu sexuellement actif ? Quel âge aviez-vous quand vous vous êtes marié ? Et il pose ces questions. Et il y a une patiente qui lui répond quand il lui pose la question « À quel âge êtes-vous devenu sexuellement actif ?» La personne lui répond « C'était à l'âge de 4 ans avec mon père. » Là, il a cette réalisation et il se dit « Ce n'est que le 2e cas d'inceste que j'ai eu en 23 ans de pratique. » Et il ne savait pas trop quoi faire de cette information, le docteur Felitti. Et puis, il a continué cette série de questions et une dizaine de jours plus tard, il tombe sur la même chose. Et il se dit « Ok, c'est inquiétant. » Et plus il a continué à poser cette série de questions, plus il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de patients et de patientes qui étaient dans le même cas. Il y a quasiment toutes les personnes qui l'interviewaient rapportaient des abus sexuels dans l'enfance. Et là, il s'est dit « C'est pas possible. Si c'était le cas, les gens le sauraient, quelqu'un me l'aurait dit à l'école de médecine, c'est pas possible. » Et donc, il a continué les interviews, mais il voulait pas introduire un biais
inconscient dans l'interrogatoire, donc il a demandé à 5 de ses collègues d'interroger les 100 patients suivants dans le cadre du programme, et ils ont tous obtenu les mêmes résultats. Quasiment toutes les personnes qui rapportaient des abus sexuels dans l'enfance. Il a interrogé 286 personnes en tout, la plupart avaient été victimes. Et puis un jour, il a interrogé une patiente qui avait pris 47 kilos à l'âge de 23 ans après une agression sexuelle. Et donc la patiente le remercie de lui poser cette question. Et elle regarde le sol et elle dit « On ne regarde pas les personnes en surpoids et c'est comme ça que je dois être, pour pas qu'on me regarde. » Et donc Felitti, au cours de cette rencontre avec cette femme, il s'est rendu compte d'une chose, que toutes les personnes obèses qu'il a interrogées, elles ne considéraient pas leur poids comme un problème. Elles ne considéraient pas le fait de manger trop comme un problème. Pour elles, manger, c'était une solution. C'était une solution qui leur permettait de se sentir mieux. Manger, ça apaisait leur anxiété. C'est pas inconnu, ça, mais en 1985, on n'en parlait pas beaucoup. Donc, ils découvrent ça, que manger, ça apaise leur anxiété, ça apaise leur peur, ça apaise leur colère, ça apaise leur dépression, vraiment comme l'alcool ou le tabac. Et c'est le fait de pas manger qui augmentait leur anxiété, leur dépression et leur peur et qui amenait ça à des niveaux intolérables, si bien qu'à un moment donné, la personne abandonnait le programme et reprenait la nourriture parce que c'est une stratégie d'adaptation effectivement qui était efficace pour elle. Il s'est rendu compte aussi, au cours de ses interviews, que pour certaines personnes, ce surpoids, ça résolvait aussi un problème, le surpoids en soi. Dans le cas d'une femme qui avait été agressée sexuellement, elle avait l'impression d'être invisible aux yeux des hommes. Dans le cas d'un homme qui avait été battu parce qu'il était un petit enfant frêle, le fait d'être plus gros et d'avoir ce surpoids, ça le mettait à l'abri, comme ça, personne ne l'importunait. Parfois, c'était une combinaison des deux, les deux motivations étaient là. Donc ça, c'est vraiment ce que Dr Felitti, encore une fois, dans les années 80, là, il se rend compte de ça à ce moment-là. Et là, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a quelque chose d'important à dire au monde, comme lui, il avait à ce moment-là, mais que le monde pense que c'est stupide. Si t'étais le docteur Vincent Felitti à ce moment-là, qui est-ce que tu aurais choisi comme premier public pour révéler ces découvertes, qui sont quand même assez stupéfiantes? On choisirait un groupe relativement informé sur l'obésité qui accueillerait ces nouvelles informations avec beaucoup d'intérêt, avec des éloges, des applaudissements. Et c'est ce qu'il a fait. En 1990, Felitti, il est allé à Atlanta pour prononcer un discours devant les membres de l'Association nord-américaine pour l'étude de l'obésité, donc le North American Association for the Study of Obesity. Et la plupart des membres de ce groupe, c'était des psychologues, des psychiatres. Il a été écouté calmement, poliment par le public. Et quand il a terminé, il y a un des experts qui s'est levé et qui lui a dit qu'il était naïf de croire ses patients, que tout le monde savait bien que c'était communément admis par les experts, du coup par eux, là, par les membres de ce groupe, que les déclarations des patients étaient des fabrications pour couvrir leur vie ratée. Qu'en gros, les patients racontaient n'importe quoi pour justifier leur vie ratée. Donc voilà avec quoi s'est retrouvé Felitti quand il a commencé à amener ses découvertes dans le monde, finalement. Et puis après cette conférence, il y avait un dîner, et là, il a rencontré le docteur Williamson, qui était un épidémiologiste, et qui était quand même, lui, perplexe. Williamson, il était intrigué, il s'est penché vers Felitti, il lui a dit « Peut-être que les gens, ils peuvent trouver à redire sur ce que vous dites, parce que vous avez interrogé quelques centaines de personnes, mais ils ne pourraient rien trouver à redire si on interrogeait des milliers de personnes. Et si on interrogeait aussi des personnes de la population générale, et pas juste un petit groupe qui fait partie d'un programme de lutte contre l'obésité. » Et donc c'est là, donc Williamson du coup a fait se rencontrer Felitti et le docteur Robert Anda, et c'est le docteur Vincent Felitti et le docteur Robert Anda qui ont tous les deux publié cette ACE study. Donc ils ont commencé à travailler ensemble à ce moment-là. Donc le docteur Robert Anda, c'était un médecin épidémiologiste qui étudiait la façon dont la dépression affecte les maladies cardiaques. Donc je l'ai dit au début, la clinique du docteur Vincent Felitti, c'était la clinique Kaiser Permanente. Et donc ce centre, la Kaiser Permanente à San Diego, c'était l'endroit idéal pour une méga étude, parce que chaque année, ils avaient plus de 50 000 membres qui passaient par le service pour une évaluation médicale complète. Donc sur ces 50 000 personnes, ils ont demandé à 26 000 personnes de les aider.
Ils ont dit aux personnes, est-ce que vous voulez bien nous aider à comprendre comment les événements de l'enfance peuvent affecter la santé à l'âge adulte. Parmi ces 26 000 personnes, 17 421 personnes ont accepté. Et Felitti et Anda, du coup, ont travaillé sur un questionnaire sur les traumatismes. Et le docteur Anda, pour créer ce questionnaire, il a passé 1 an à parcourir la littérature, à lire toute la recherche pour en savoir plus justement sur les traumatismes de l'enfance. Et ils se sont concentrés, s'en est suivi, finalement, a résulté de cette recherche 8 principaux types de traumatismes que les patients avaient mentionnés déjà dans l'étude initiale du docteur Felitti. Donc, 8 types de traumatismes avec 3 types d'abus, sexuel, verbal et physique, et 5 types de dysfonctionnement familial, un parent avec une maladie mentale ou alcoolique, une mère victime de violences domestiques, un membre de la famille incarcéré, la perte d'un parent à la suite d'un divorce ou d'un abandon. Et ensuite, ils ont ajouté à ces 8-là la négligence émotionnelle et la négligence physique. Et donc là, on avait 10 types d'expériences négatives de l'enfance, ce qu'on a appelé les Adverse Childhood Experiences. Il y en a 10 dans ce questionnaire aujourd'hui encore. Donc les enquêtes initiales, elles ont débuté en 1995, donc 10 ans plus tard, et elles sont poursuivies jusqu'en 1997. Et ensuite, les personnes, elles étaient suivies pendant 15 ans après, au cours de cette étude. Quand les premiers résultats de l'étude, ils ont été publiés, Robert Anda, il était chez lui, à Atlanta, et il raconte que tard dans la soirée, il s'est connecté à son ordinateur pour consulter les résultats, et il était complètement abasourdi. Il dit « J'ai pleuré. J'ai vu à quel point les gens ont souffert, et j'ai pleuré. » C'était la première fois, cette étude, il faut bien se dire que c'était la première fois que des chercheurs, ils examinaient tous ces types de traumatismes et les effets de plusieurs types de traumatismes, et pas que d'un seul, sur la santé plus tard. Ce que les données ont révélé à ce moment-là était absolument stupéfiant. Le premier choc, c'était oui, il existe un lien direct entre les traumatismes subis dans l'enfance et l'apparition de maladies chroniques à l'âge adulte. Il y a aussi un lien avec les maladies mentales, avec les séjours en prison et avec les problèmes professionnels plus tard, comme l'absentéisme. Deuxième choc, environ 2/3 des adultes qui avaient participé à l'étude avaient vécu un ou plusieurs traumatismes type de ces adverse childhood, on traduit par expérience négative en français, c'est pas très fort comme mot, mais cette adversité dans l'enfance. Et parmi ces adultes, 87% en avaient vécu au moins 2. Ce qui ressortait aussi, c'est que les personnes dont un des parents était alcoolique, par exemple, étaient susceptibles d'avoir également subi des violences physiques ou verbales. Donc, ce qu'on en conclut en d'autres termes, les expériences négatives dans l'enfance, elles se produisent généralement pas de manière isolée. Et troisième choc, quand il y a un plus grand nombre d'expériences négatives, donc plus les adverse childhood experiences sont élevés, plus le risque de problèmes médicaux, mentaux, sociaux à l'âge adulte était élevé lui aussi. Le système de notation de Leigh Study, il est assez simple. Il y a ces 10 types de traumatismes. C'est un questionnaire où on répond par oui ou par non. Et à chaque fois qu'on répond oui, c'est 1 point. Donc, par exemple, une personne qui a subi des violences verbales, a vécu avec une mère qui a une maladie mentale et un père alcoolique, par exemple, ça ferait 3 points sur 10 sur Leigh Study. Et quelques statistiques, par exemple, à partir d'un score de 4, on voit que la personne, elle présente un risque accru de 240% d'avoir une hépatite, de 390% d'avoir une maladie pulmonaire chronique, de 240% d'avoir une maladie sexuellement transmissible, etc. Après, on a vraiment pu mettre des chiffres comme ça sur l'augmentation du risque de maladies chroniques, de problèmes de santé, de problèmes sociaux, de problèmes d'affection mentale aussi, plus tard dans la vie. Les personnes qui ont un score élevé dans Leigh Study, elles sont plus susceptibles d'être violentes aussi, plus susceptibles d'avoir des prescriptions de médicaments, plus de dépression, il y a plus de maladies auto-immunes, il y a plus d'absentéisme au travail. Tout ça, c'est ce qui a été constaté. 2 personnes sur 9 avaient un score de 3 ou plus, et 1 personne sur 8 a un score de 4 ou plus. Ça signifie que chaque médecin, il voit probablement plusieurs patients par jour qui ont un score élevé sur Leigh Study. Chaque jour, en fait. Et pourtant, on ne nous en parle jamais. Pourtant, on ne nous pose jamais la question.
Et ce qui était important à noter ici, c'est que il ne s'agissait pas d'un petit groupe de la population, c'était vraiment des Américains moyens dans cette étude. 75% d'entre eux étaient blancs, 11% latinos, 7,5% asiatiques et 5% de personnes noires. Et c'était tous des personnes qui appartenaient à la classe moyenne. 40% d'entre elles avaient un diplôme universitaire et ils étaient toutes ces personnes, elles étaient membres de Kaiser Permanente. Donc ça veut dire qu'elles avaient toutes un emploi et qu'elles bénéficiaient toutes d'un excellent système de santé. Donc c'est vraiment jeunes, vieux, appartenant à une classe sociale ou à une autre, peu importe. C'était complètement mélangé dans cette étude et c'est ça qui est très intéressant. Et le docteur Anda, il l'a exprimé comme ça, il a dit « c'est pas seulement eux, c'est nous ». Depuis Leigh Study, il y a eu énormément de travaux qui font référence à cette étude-là et qui se sont basés sur elle. Il y a plus de 1500 références aux travaux de Felitti et de Anda. Eux-mêmes, ils ont parcouru les États-Unis, le Canada, l'Europe pour prononcer des centaines de discours et vraiment faire passer ce message qui est tellement important. Il y a notamment un groupe de neuroscientifiques et de pédiatres qui, par la suite, a vraiment repris Leigh Study et a montré comme les traumatismes dans l'enfance affectent le cerveau en développement de l'enfant. Ce qu'ils ont vraiment démontré, c'est que ce qui t'est arrivé quand t'es enfant, ça peut t'emmener à l'hôpital quand t'as 40 ou 50 ans. Le stress lié au traumatisme de l'enfance et qui est là en continu, du coup, si un enfant est régulièrement abusé, d'être constamment même rabaissé, réprimandé, d'assister à des violences domestiques, tout ça, ça libère les hormones du stress, ça libère des hormones qui endommagent physiquement le cerveau en développement de l'enfant. Maintenant, on le sait. Les hormones du stress, donc qui sont à l'énergie de cette réponse de fight or flight, elles fonctionnent très bien pour nous aider à accélérer si on est poursuivi par un ours, mais elles deviennent toxiques quand elles sont activées trop longtemps. Il y a une pédiatre à San Francisco qui s'appelle Nadine Burke-Harris qui l'a très bien expliqué, ça. Elle a dit, si vous êtes dans une forêt et que vous voyez un ours, le fight or flight, c'est un système de combat qui est très efficace. Il va inonder instantanément votre corps d'adrénaline et de cortisol, éteindre le cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui est plus évoluée, qui est plus réfléchie pour qu'il n'y ait plus d'autres options. Et ça, c'est très utile si on est dans la forêt poursuivi par un ours. Le problème, c'est quand l'ours rentre du bar tous les soirs. Tout est dit. Et s'il y a cet ours qui rentre du bar tous les soirs, si un enfant il est menacé en permanence, son alerte interne, son alarme interne, elle est activée en permanence. Et il est toujours prêt à fuir ou à combattre. Mais le cortex préfrontal, du coup, qui lui est appelé à apprendre à lire, à faire des maths, tout ça, c'est retardé. Parce que les situations d'urgence, physiologiquement, elles ont la priorité sur les maths. Ça paraît plutôt logique. Et Nadine Burke-Harris, elle a vraiment constaté ça chez ses patients dans l'enfance. Leurs chances d'avoir des problèmes d'apprentissage ou de comportement à l'école, elles étaient 32 fois plus élevées que celles des enfants qui n'avaient pas eu d'expérience négative dans l'enfance. Et donc, ensemble, ces deux découvertes, Leigh Study et la recherche sur le cerveau ensuite qui a suivi par des pédiatres et des neuroscientifiques, elles révèlent une histoire qui est trop convaincante, trop présente, trop prouvée maintenant pour être ignorée. Les enfants qui souffrent de stress toxique dans l'enfance, ils passent une grande partie de leur vie en mode fight, flight ou freeze, et ils réagissent au monde comme un lieu de danger permanent. Leur cerveau, il est surchargé d'hormones du stress, incapable de fonctionner correctement. Ils peuvent pas se concentrer sur l'apprentissage. Ils prennent du retard à l'école. Ils parviennent pas non plus à développer des relations saines avec leurs pairs. Ils peuvent avoir des problèmes avec les enseignants parce qu'ils sont incapables de faire confiance aux adultes, ce qu'on comprend. Il y a certains enfants qui cumulent tout ça. Et puis après, plus tard, avec le désespoir, la culpabilité, la frustration, la honte, toutes ces parties d'eux qui sont là, et c'est des adultes qui vont trouver du réconfort dans des stratégies d'adaptation, la nourriture, l'alcool, le tabac, des relations sexuelles, des sports à haut risque, ou aussi le sport à outrance, le travail, la réussite. Et tout ça, souvent, c'est inconscient. Souvent, c'est pas des méthodes qui sont considérées comme des problèmes. Consciemment ou inconsciemment, on les utilise comme des solutions pour échapper à cette anxiété qui est là, à cette colère, à la peur, à la honte, à tout ce qui nous ronge.
Et la conclusion du docteur Anda ici, c'est de dire que si on veut commencer à changer ça, il va falloir modifier nos systèmes, modifier le système d'éducation, de justice, des soins de santé. On ne peut pas faire l'un sans faire l'autre. Tout doit vraiment être intégré. Le docteur Williamson, qui a fait se rencontrer le docteur Felici et le docteur Anda, et qui a travaillé lui aussi sur la ACE Study, il le dit très bien. Il a dit « Ce n'est pas seulement un problème d'assistante sociale, ce n'est pas seulement un problème de psychologue, c'est pas seulement un problème de pédiatre, c'est pas seulement un problème d'un juge du tribunal pour enfants, c'est le problème de tout le monde. » Et ce message, il est tellement important. Aujourd'hui, notre société, elle a encore tendance à traiter les abus, les mauvais traitements, la violence, les expériences chaotiques des enfants comme une bizarrerie et une exception plutôt que comme un fait courant. Alors que ce qu'a révélé l'étude ACE, la ACE Study, c'est que c'est un fait courant. Maintenant, avec l'ACE Study, on comprend que le cerveau et toute la physiologie, quand elle est inondée d'hormones du stress dès le plus jeune âge, elle est grandement affectée. Et on comprend que la réponse de figement en réaction à des situations traumatiques puisse être là depuis très longtemps. Donc si je reviens au lien entre trauma et santé cellulaire, qu'est-ce que ça veut dire pour ma santé ? Qu'est-ce que ça veut dire pour la santé de mes cellules ? Je vais parler de 2 points et on terminera cet épisode là-dessus. Je vais parler de l'axe HHS et de la mitochondrie. L'axe HHS, c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est le principal système endocrinien qui réagit au stress et qui subit des modifications importantes en réponse à un traumatisme. Cet axe HHS, il joue un rôle majeur dans le maintien de l'homéostasie dans l'organisme, donc de l'équilibre, y compris dans le cerveau, où il module certains neurotransmetteurs. Ce qui se passe dans les situations de peur, c'est que l'hypophyse, elle signale la libération de cortisone par les glandes surrénales via la libération d'une hormone qu'on appelle ACTH. Et le cortisol, il circule dans l'organisme, du coup, où il va jouer un rôle d'ailleurs dans la reconsolidation et la récupération des souvenirs de peur, le cortisol. Et ce qui se passe, c'est que si on a constamment des niveaux élevés de cortisol, notre corps il peut s'habituer à avoir trop de cortisol dans le sang, et ça peut entraîner une inflammation et un affaiblissement du système immunitaire. Et si tout notre système est inflammé, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule ? On a cette fameuse réponse cellulaire de danger. L'inflammation dans le corps, c'est le plus grand danger qu'il puisse y avoir. Donc voilà comment le trauma amène aux hormones du stress, dont le cortisol, et amène à cette réponse cellulaire de danger. Je reviens à la mitochondrie dont je parlais au départ. Je l'ai dit, la mitochondrie, c'était ces petites usines qui fabriquaient l'énergie dans nos cellules. Imagine une chaîne de production. Chaque étape a besoin de nutriments spécifiques. Or, si la cellule n'a pas assez d'énergie parce que la personne elle est en figement, et souvent depuis longtemps, quand elle a traversé des traumas, surtout si on parle des traumas de l'enfance, la cellule, elle va prioriser. Et la priorité, souvent, c'est pas la thérapie par la parole que tu es en train de faire. Donc c'est là où on comprend, où le fait de parler des choses s'arrête aussi. Et c'est là où tu vas te demander, et quand la cellule, elle doit prioriser comme ça parce qu'elle n'a pas assez d'énergie, c'est là où tu te retrouves tout le temps à te demander, est-ce que j'ai assez d'énergie pour faire ça ? Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Plus la cellule, elle a de ressources et elle peut absorber le stress, plus tu peux continuer à avancer. Si la cellule, elle est submergée, si elle n'a pas ce dont elle a besoin, on a cette réponse de danger cellulaire, on va dans le figement. Donc c'est dans les deux sens. On est dans le figement, du coup la cellule n'a pas assez d'énergie, ou la cellule n'a pas assez de ressources parce qu'elle n'a pas assez de nutriments, parce que ça ne fonctionne pas bien au niveau physiologique, et du coup on va dans le figement. La réponse de figement et la réponse de danger cellulaire, elles sont intimement liées. La cellule va en mode conservation d'énergie. Et pour comprendre ce qu'il en est avec nos cellules, il faut regarder tous les facteurs de stress à laquelle la cellule fait face. Et ça peut être le trauma, ça peut être les toxines dans l'environnement, tous les additifs dans notre nourriture, ça peut être une carence en nutriments qui empêche la cellule de produire de l'ATP, ça peut être plein de choses. Et moins la cellule est capable de produire de l'énergie, plus tu es susceptible de ne pas pouvoir faire face aux demandes de l'environnement, plus tu es susceptible d'être submergé et plus tu es susceptible d'aller dans la réponse de figement. Donc je ne le répéterai jamais assez, il faut les deux. Il faut le travail somatique et les compléments, la bonne alimentation, le mouvement, etc. Tout ce qu'on sait qui est bon pour nous. Je vais évoquer rapidement, vraiment dans les grandes lignes,
Des choses fréquentes qui peuvent être à l'origine de la réponse cellulaire de danger et à l'origine de maux chroniques comme l'anxiété, la fatigue chronique, les douleurs chroniques, le brouillard mental, etc. Ça peut être des problèmes de méthylation qui influencent les neurotransmetteurs. Ça peut être ce qu'on appelle le désordre pyrrolique qui entraîne la surproduction d'un métabolite de l'hémoglobine. Et ça, ce métabolite, en fait, il est excrété par l'organisme via les reins et l'urine. Et ça peut entraîner une carence en nutriments, notamment en zinc et en vitamine B6. Ça peut être un ratio cuivre-zinc qui n'est pas bon aussi. Et ça, c'est ce dont on va parler avec Marion Baudier de Marion Nutrition dans le prochain épisode. J'évoque ces choses ici rapidement parce que ce sont potentiellement des choses assez simples à corriger quand on les connaît et qui peuvent faire une différence immense. Je les évoque de façon assez rapide ici pour que au moins tu aies les noms et que tu puisses aller ensuite vers tes praticiens de santé et parler de méthylation, de désordre pyrrolique et de minéraux, entre autres. Merci de m'avoir écouté et je sais ce que tu penses. Peut-être que tu te dis pourquoi est-ce qu'on m'a jamais parlé de ça ? Pourquoi est-ce que mon médecin ne me parle pas de ça ? J'ai pas de réponse à te donner ici, à part que c'est certainement pas dans les curriculums, c'est certainement pas dans les programmes. Et oui, c'est dommage, mais concentrons-nous sur ce sur quoi on a le pouvoir, concentrons-nous sur le fait de diffuser ces informations au maximum et tu peux m'aider à le faire en partageant ton épisode préféré de Pas de soucis sur les réseaux ou en envoyant cet épisode à quelqu'un à qui tu penses là maintenant et qui en aurait besoin. Merci, je te remercie par avance et je te dis à très vite pour le prochain épisode de Pas de soucis avec Marion.